notre cours. Une plateforme qui nous a été attribuée gentiment par le laboratoire Pierre Fabre. Donc, premier cours avec Dr Guilmami, elle va vous parler de l'exploration fonctionnelle de l'œsophage. Par la suite, vous aurez le deuxième cours, les troubles fonctionnels. Et on terminera par mon cours qui va se porter sur l'endoscopie digestive. Donc, Dr Guilmami, à vous la parole et bon courage. Merci, Dr Kouzoula. Bonjour tout le monde. Alors, comme c'est prévu, on va commencer par notre premier cours qui est du fonctionnel, les explorations fonctionnelles de l'œsophage. C'est une entité qui est un peu, on va dire, mal connue, non méconnue par nos élèves. Parce que c'est une technique qui part de l'abstrait. On va dire qu'il part de l'abstrait parce qu'il n'y a pas d'organique. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu de notre œsophage. Comme vous le savez tous, il a un rôle purement moteur. Ça veut dire de la bouche vers l'estomac. Il contient, donc, on a deux types d'exploration qui est l'endoscopie, bien sûr, avant de faire tout examen fonctionnel, il faut s'assurer qu'on n'a pas une pathologie organique. Donc, l'endoscopie, c'est l'examen et connaître les plus importantes pathologies fonctionnelles ainsi que chaque pathologie. On ne pourra pas parler de fonctionnalité si on ne connaît pas notre anatomie. Donc, l'œsophage est un conduit purement musculeux membraneux avec une épaisseur de 3 mm et un diamètre de 2 à 3 cm. Il contient 3 parties. Donc, vous avez la partie cervicale, vous avez la partie thoracique et vous avez la partie abdominale ou intra-abdominale. Donc, l'histologie, c'est très important. Ce qu'il faut savoir en histologie, c'est par rapport à sa musculature. Donc, l'œsophage, il a une musculature bien précise. Donc, vous avez la musculature striée en haut, au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage, et la partie cervicale, c'est une musculature striée. Les 2 tiers inférieurs, c'est une musculature lisse. Pourquoi on parle de musculature? Parce que tout simplement, si on dit muscle strié, ça veut dire c'est une action volontaire. Donc, vous avez le sphincter supérieur de l'œsophage. L'action, elle est volontaire. La déglutition, donc, on va demander au patient de déglutir. C'est lui qui va faire le geste. Par contre, dans les 2 tiers inférieurs et le sphincter inférieur, c'est un mouvement involontaire. Donc, du moment qu'il y a une propulsion du bol alimentaire, le sphincter inférieur va se relâcher instantanément. Alors, l'œsophage présente 2 fonctions motrices essentielles et il va prévenir le reflux gastro-œsophagien par sa barrière. Sa barrière qui est le sphincter inférieur, la barrière qui sont les piliers du diaphragme, bien sûr, avec la pression intragastrique qui est plus élevée et positive par rapport à la pression œsophagienne qui est négative, qui va permettre la fermeture en permanence de notre sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, comme vous le savez, au repos, donc s'il n'y a pas un apport alimentaire, l'œsophage il est vide. Il n'y a pas de contraction. Le sphincter supérieur ainsi que l'inférieur, ils sont fermés. Mais dès qu'il y a une déglutition, il y a un relâchement volontaire du sphincter supérieur de l'œsophage avec une apparition d'ondes péristaltiques propulsives et une relaxation transitoire de notre sphincter inférieur.
Alors, pour ce qui est le sphincter supérieur de l'œsophage, qu'on a dit, il a une musculature striée. Il a la pression la plus élevée. Elle peut aller de 30 mm² jusqu'à 100. Donc, comme il est fermé, il ne va pas permettre l'entrée de l'air, ni il y a de régurgitation qui est par définition remontée des aliments par la bouche. Donc, lors de la relaxation, il y a une contribution des muscles cricopharyngés qui vont permettre l'ouverture de notre sphincter. Au niveau du corps de l'œsophage, quand il est au repos, sa pression, elle est négative. Elle peut aller jusqu'à moins 5 mm². Lors de la déglutition, il y aura une apparition de deux types d'ondes péristaltiques. La première, elle va permettre la propulsion du bol alimentaire qui est propulsif. Et la deuxième qu'on appelle une des ondes de clairance. Ça veut dire elle va rattraper ce qui n'a pas été fait par les premières ondes propulsives et nettoyer, faire un nettoyage total et une vidange totale de notre œsophage. Alors, comme vous le voyez ici, schématiquement, les ondes, elles sont propulsives. Elles descendent avec une vitesse de 2 à 4 cm, une pression qui varie de 30 à 120. Donc, les pressions, elles sont plus petites et elles vont augmenter au fur et à mesure pour vaincre la pression de notre sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, le sphincter inférieur purement physiologique, pas de structure anatomique. Ça veut dire quand on voit à travers l'endoscopie, on ne va pas voir ce sera un anneau. Mais en manométrie, on pourra le calculer par ces pressions qui a un tonus permanent qui peut aller de 5 jusqu'à 20 mm². C'est une zone de haute pression. Il va se relâcher transitoirement lors de la déglutition par le management toute une équipe orchestrale avec un contrôle hormonal, le glucagon, la sécrétine, la gastrine, la CCK, avec la participation du nerf vague et les quelques médicaments comme la dompéridone, les barbituriques, l'alcool, le tabac, le chocolat, sucreries et même le médicament qui est utilisé en pneumologie qui est la théophiline. Donc, tous ces facteurs vont permettre le relâchement du sphincter, ce qui est un relâchement transitoire. Et si ce relâchement devient permanent, on a ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. Donc là, je vais essayer d'illustrer les plus grandes techniques exploratrices fonctionnelles de l'œsophage. L'examen qu'on utilise le plus fréquent, alors vous avez la pH-métrie avec fil, vous avez la pH-métrie sans fil qui est la technique de Bravo, vous avez l'impédance pH-métrie, vous avez la manométrie œsophagienne conventionnelle et on va parler un petit peu de la manométrie à haute résolution. Alors, pour commencer, là, vous avez le cours et je vais parler en même temps. La seul, c'est un examen qui se fait en ambulatoire, préparer notre patient, donc arrêter les IPP, les inhibiteurs à pompe à protons, minimum 10 jours pour ne pas fausser le résultat. Après, le patient, bien sûr, il faut qu'il soit à jeun. On va essayer de placer une sonde. Une sonde, comme vous voyez ici. Alors, c'est une sonde munie d'un boîtier qui va permettre l'enregistrement de tout notre tracé. Donc, la sonde va être produite par le nez. Bien sûr, si on veut faire un examen
sûr. Donc, on va toujours le précéder par un examen qu'on va voir après. L'œsophagienne, non seulement elle permet de voir des troubles œsophagiens, mais surtout, nous, en tant que praticiens, elle va essayer de calculer avec justesse notre cardiaque et essayer de placer le pH, notre cardiaque ici. Quand on va le repérer par la manométrie, on va essayer de le calculer, par exemple, à 48 cm. Je vais cette sonde placée et on aura un enregistrement qui va se faire sur 24 heures. Alors, ce qui est important dans cet examen, surtout pas et ne jamais exclure la vie quotidienne du patient. Ça veut dire qu'il va vivre sa vie normalement, avec toutes ses contraintes. Il va travailler normalement, manger normalement, vivre ses habitudes alimentaires habituelles pour voir après, pour avoir un tracé bien réel pour pouvoir poser le diagnostic et changer les anomalies quotidiennes du patient. Alors, l'objectif de cet examen, déjà pourquoi on le demande, quand on a un reflux atypique et une non-réponse à un traitement IPP. Sinon, ça sera un examen avant toute chirurgie anti-reflux. Alors, on a donné un traitement adéquat, on a utilisé toute la panoplie thérapeutique du traitement et le patient vous dit la symptomatologie, elle est toujours là. Donc, on va se poser la question, est-ce que réellement ce patient présente un reflux acide? Donc, ça sera la pH-métrie qui va nous répondre d'une façon quantitative et qualitative. Ça veut dire quoi? Donc, dès qu'on aura l'enregistrement 24 heures après, il y aura un résultat qui va se faire automatiquement. Donc, pH 10, pH à 4 et un pH au-dessus. Donc, notre boîtier va calculer automatiquement et instantanément sur 24 heures tous les pH au-dessus de 4 et il va nous dire si, on doit avoir une exposition à 5%, on va conclure effectivement que notre patient présente réellement un reflux acide et du coup, on va le mettre sous traitement anti-acide et le faire une surveillance après. Donc ça, ce qui est pour la pH-métrie. Supposons qu'on a fait une pH-métrie et ils nous répondent que ce n'est pas un reflux acide, mais on ne sait pas réellement c'est quoi. Donc, on sera obligé de passer à un autre examen qui est plus performant et donc là, je vais parler d'une autre technique qui est toujours la pH-métrie, mais qui est filière. C'est de la même façon. Allô? Alors, la pH-métrie filière, c'est le même principe. Sauf qu'ici, le boîtier, la sonde, on ne va pas la placer par le nez. Par contre, on va essayer de placer à travers du cardiaque pour que ça soit bien fixé au niveau de l'œsophage. Il y aura un enregistrement par un boîtier qui va se faire, dans ce cas-là, 48 heures, non pas 24 heures. Donc, on aura un enregistrement plus étalé. Ça sera une meilleure tolérance. Même le patient, quand il va la porter, il ne sera pas gêné, surtout dans son travail. Donc, ce sera un examen très discret. Il va toujours nous ramener son enregistrement. Le résultat, il va se faire de la même façon comme dans la pH-métrie avec fil. Par contre, c'est le prix. Le prix, c'est un examen qui est coûteux. On pourra avoir. Donc, si la pH-métrie ne sera pas contributive, dans ce cas-là, on aura recours à un autre examen plus performant qui va combiner
entre la pH et l'impédance-métrie. Cet examen plus performant, il va préciser la nature physique. Ça veut dire, il va nous dire, est-ce qu'il est liquide? Est-ce que notre reflux il est gazeux ou mixte? Et plus précisément, et chose qui nous intéresse, la nature chimique de ce reflux. Est-ce que réellement c'est un reflux acide qu'on n'a pas pu détecter à la pH-métrie? Peut-être c'est un reflux peu acide, ou bien carrément c'est un reflux non acide. Alors ici, notre arme thérapeutique, elle va complètement changer. Et voir surtout l'extension vers l'œsophage. Est-ce qu'il atteint seulement l'œsophage proximal, donc une petite partie de l'œsophage distal, ou bien les 2/3, voire les 3/3 de l'œsophage, ou bien arriver complètement jusqu'à l'œsophage supérieur. Alors, cet examen, il est demandé en cas d'un reflux persistant, malgré un traitement adéquat et observance du traitement des IPP. Le principe, c'est quoi? Le principe, il est le même. On va placer de la même façon et de la même chose une sonde. Cette sonde, elle va aussi être fixée 5 cm au-dessus du cardia. Par contre, ici, elle va non seulement voir, comme je vous l'ai dit, la nature de notre reflus, mais en même temps voir, elle va le calculer dans plusieurs positions. Ce sera la position couchée, la position levée, au repas et en dehors du repas. Donc, on va avoir un enregistrement qui va englober la vie quotidienne et complète de notre patient. Et à partir de là, il y aura un enregistrement et qui va nous donner toutes les informations sur le patient et nous donner ce qu'on appelle la relation reflux-symptôme, ce qu'on appelle le score de Demester. Le score de Demester, il va être calculé automatiquement à travers notre enregistrement. S'il est inférieur à 14, ça veut dire que ces symptômes ne sont pas relatés à notre reflux. Et s'ils sont supérieurs à 14, on va dire effectivement, on a un reflux qui soit acide, peu acide, non acide, qui a une relation avec ces symptômes et on va traiter en fonction de ce type de reflux. Alors ça, c'est pour le bolus liquide, acide, peu acide et gazeux. Alors, ici, comme vous le voyez, vous avez un pH à 4. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'ancienne interprétation. Mais en réalité, en pratique, on aura une interprétation faite automatiquement. Nous, on va essayer de reproduire et de conclure aux manifestations acide-non-acide alcaline à travers toutes les positions, la journée et la soirée, bien sûr, et interpréter en fonction. Alors, on reviendra à notre troisième examen qui se fait automatiquement en premier lieu, comme je vous l'ai dit, pour voir notre cardia, le calculer surtout, pour poser notre sonde de pH et d'impédance-métrie, qui est la manométrie. La manométrie, elle va permettre l'enregistrement des pressions intraluminales au niveau du corps œsophagien et des deux sphincters, que ce soit le sphincter supérieur de l'œsophage ou bien le sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, comme je vous l'ai dit, elle va permettre de distinguer les différents troubles œsophagiens qu'on va voir après le cours et voir la fonctionnalité des deux sphincters, supérieur et inférieur. Cet examen, donc, on va toujours et aussi préparer le patient témoin. Il faut qu'il soit à jeun. Et s'il a des troubles œsophagiens auparavant qu'on doit confirmer, donc il va jeûner au moins la veille et avoir un régime liquide pendant minimum 5 jours. Donc, l'examen se fait en décubitus dorsal. Bien sûr, c'est la position de sécurité pour tout examen qui se fait par voie haute. On va essayer d'introduire, comme la sonde nasogastrique, par une narine, bien sûr, comme vous le voyez ici. Le patient, il est avant la pose
quand on pose la sonde, le patient, il faut qu'il soit en position assise. On va introduire, donc mettre au bout de la sonde de l'anesthésion, comme de la xylocaïne en gel. On va mettre la tête en flexion, plutôt en extension, pardon. On va introduire la sonde et dès qu'elle arrive ici, on va demander au patient de déglutir. S'il pourra déglutir spontanément, c'est bien. Sinon, on va lui donner 5 ml d'eau. On va mettre la position en flexion et on va essayer de faire passer la sonde. La sonde de la manométrie, bien sûr, elle est graduée, 0, 10, 15 et 20. On a des capteurs perforés, troués. C'est à partir de là qu'ils vont calculer nos pressions. La sonde, elle va être placée jusqu'au niveau de l'estomac. Et après le positionnement de la sonde, on va mettre le patient en décubitus latéral gauche et on va commencer notre examen qui va se dérouler entre 20 et 30 minutes. À partir de là, le patient ne va plus déglutir. Il va laisser sa salive sortir et on va lui donner en contrepartie de l'eau. 5 millilitres chaque seconde. Il va commencer à déglutir et on aura un enregistrement. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un tracé normal. Un tracé normal. Là, vous avez la déglutition. Là, vous avez les ondes œsophagiennes. Et là, vous avez la relaxation. Donc, dès qu'il y a une déglutition, il y a une ouverture, une relaxation spontanée de notre sphincter. Il y en aura au niveau de l'œsophage des ondes propulsives et simultanées qui vont permettre le passage de l'eau. Donc, déglutition, ondes propulsives, et ça se fait automatiquement une relaxation de notre sphincter inférieur de l'œsophage. Ça, c'est un tracé normal. Alors, quand est-ce qu'on demande une manométrie œsophagienne? Si on a une dysphagie, qui est le maître symptôme de la symptomatologie en troubles fonctionnels, bien sûr, il faut toujours éliminer une pathologie organique par endoscopie digestive. Donc, la manométrie, elle va être demandée avant toute chirurgie anti-reflux. Pourquoi? Alors, si on va faire une manométrie et le médecin gastro-entérologue va nous dire que notre sphincter inférieur ainsi que la partie distale sont défaillants, ça veut dire qu'on va prédire l'échec ou bien la réussite de la chirurgie. Si on a un mécanisme qui est défaillant, fonctionnel qui est défaillant, ça veut dire la chirurgie, elle n'est pas de mise et d'emblée, elle va échouer. Il faut qu'on ait un matériel bien solide et bien fonctionnel. Sinon, la chirurgie, elle ne servira à rien. Alors, l'indication de la manométrie, si on a des douleurs thoraciques atypiques, voire même angineuses, pseudo-angineuses, on va bien sûr toujours éliminer un problème cardiaque. Si le cardio va nous dire qu'il n'y a rien sur le problème cardiaque, on va faire une manométrie. Alors, cet examen va être demandé pour compléter un dossier d'une maladie immunitaire, systémique ou bien les connectivites. Et surtout, on va la voir dans la sclérodermie, qui est une pathologie systémique et qui est le maître symptôme, on va dire, révélateur de cette pathologie, ce qui est le reflux. Et dans un stade bien avancé de cette pathologie, on va trouver une hypotonie sphinctérienne très importante avec un aspect en moule de l'œsophage, avec un apéristaltisme œsophagien. Alors ça, schématiquement, un tracé normal pour vous montrer comment ça s'interprète, une manométrie. Donc là, vous avez avec une relaxation, donc vous avez ici, c'est la ligne isobare avec laquelle on va calculer nos pressions. Tout ce qui est en dessus est positif, tout ce qui est en bas, c'est négatif et relâchement. Là, vous avez un tracé normal, donc vous avez la déglutition avec les ondes propulsives œsophagiennes. Et là, vous avez un relâchement et une ouverture
du sphincter de l'œsophage. Dans un type de pathologie qui est l'achalasie, qu'on va voir après détaillé, vous voyez ici, on n'a plus d'ondes. Les ondes, elles sont presque absentes. Et au lieu qu'on ait un relâchement qui va sortir en dessous de cette ligne isobare, un relâchement complet et total de notre sphincter comme ici, ici vous avez un relâchement qui est incomplet, voire absent, avec une hyperpression de notre sphincter. Donc ça, c'est un type d'achalasie dans la manométrie conventionnelle. Alors, on ne peut pas parler d'exploration fonctionnelle, on ne pourra pas parler de troubles et de calcul de pression si on ne parle pas de la manométrie haute résolution. La manométrie haute résolution, c'est l'examen, c'est le gold standard en qualité de troubles œsophagiens. Alors, elle se distingue de la manométrie conventionnelle qu'on vient de voir par deux paramètres. C'est une sonde qui est munie de 36 capteurs et elle va permettre de donner une représentation topographique des variations de pression tout au long de l'œsophage en 3 dimensions avec des zones de pression bien définies. Alors, là, c'est un schéma, vous voyez ici, c'est très différent par rapport à la manométrie conventionnelle. Vous avez plusieurs paramètres qu'on va calculer. Vous avez plusieurs couleurs. Ne soyez pas effrayés, c'est très simple et très facile à lire. Ce que vous voyez ici en jaune et en vert, là, la bande, c'est notre sphincter supérieur. Ce que vous voyez ici en vert, c'est la jonction œsogastrique ou bien notre cardiaque. Là, c'est notre corps œsophagien. Je ne vais pas vous donner tous les paramètres à calculer, mais je vais essayer de vous expliquer le principe de cet examen. Là, on est devant une phase de déglutition. Vous avez ici une ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. Il y avait ici le corps œsophagien, vous avez une propulsion de l'onde œsophagienne. Vous avez une belle ouverture de notre sphincter inférieur de l'œsophage, ou bien notre jonction œsogastrique. Donc, l'avantage par rapport à la manométrie conventionnelle, c'est un examen plus facilement réalisable, avec une très facile interprétation, meilleure tolérance par le patient. Il n'y aura pas une mobilisation de la sonde lors de l'examen et un meilleur rendement diagnostique. Bien sûr, un meilleur rendement diagnostique va prédire et donner la distinction entre les différents types de troubles œsophagiens qu'on va voir après dans les troubles œsophagiens. Donc, prédire les pathologies et savoir poser le diagnostic de certitude. Le diagnostic positif va nous prédire de type de traitement. Et bien sûr, savoir adapter son indication thérapeutique. Donc, un autre schéma, donc ça, c'est une achalasie. Et à gauche, ce que vous voyez, c'est une manométrie normale. Alors ici, on va essayer de réviser. C'est notre sphincter supérieur de l'œsophage, notre onde œsophagienne propulsive propagée et la relaxation spontanée de notre sphincter inférieur de l'œsophage. Bon, là, vous avez un type d'achalasie parce qu'à travers la manométrie haute résolution, on a pu distinguer 3 types d'achalasie, le type 1, le type 2, le type 3, qu'on va voir après dans le cours des troubles moteurs œsophagiens. Achalasie, ici, vous avez le type 3. Donc ici, vous avez une ouverture du sphincter œsophagien, absence d'onde, comme vous le voyez ici. On n'a pas de couleur ici. Donc, c'est une absence d'onde œsophagienne et absence totale de la relaxation du sphincter inférieur. Ici, il est relâché. Donc, il y a une interruption de la couleur, mais ici, c'est en continu. Ça veut dire qu'on n'a pas de relâchement sphinctérien. Alors, je ne sais pas, est-ce que je dois répondre au fur et à mesure aux questions? Non, docteur Guilmami, tu laisses à la fin. Parfait. Tu laisses à la fin. À la fin du cours, tu réponds aux questions.
OK. Alors, je vais citer quelques examens fonctionnels qui sont plus de mise. La bilimétrie. La bilimétrie, elle va permettre. Pardon? Oui. Par contre, il te demande d'aller moins vite. D'aller moins vite. On a assez de temps? Oui, vas-y, prends ton temps. Très bien. Alors, comme quatrième examen, comme je vous ai dit, ce pas des examens qui sont de mise aujourd'hui, mais pour la pédagogie, on doit les citer. Donc, vous avez la bilimétrie. Elle va permettre la mise en évidence d'un reflux bilieux. Donc, vous savez tous, on peut avoir un reflux bilieux si, par exemple, on enlève notre vésicule, la cholecystectomie. On peut avoir un reflux bilieux en permanence. Donc, il y aura une déversion de la bile dans l'estomac en permanence qui pourra donner ces types de dysphagie ou de douleurs pseudo-angineuses. Donc, elle permet la détection de la bilirubine par un spectrophotométrie utilisant les propriétés optiques de la bilirubine. Donc, ça reste toujours un intérêt théorique en cas de symptômes avec persistance d'une dysphagie malgré l'arrêt des IPP. Mais elle reste moins performante que l'impédance-métrie et elle n'a pas d'implication thérapeutique. C'est pour ça, depuis l'avènement de la manométrie, l'avènement de la pH-métrie ainsi que la pH-impédance-métrie et la manométrie de haute résolution, qu'on va voir non plus de place. Donc, vous avez la scintigraphie œsophagienne. En visualisant directement les passages œsophagiens du contenu gastrique. Elle permet aussi le diagnostic de troubles moteurs œsophagiens primitifs et secondaires et pour l'évaluation thérapeutique après. Le liquide qui est marqué radio-isotopique en qualité de sulfure de technicien à l'aide. Les statistiques vont être enregistrées au fur et à mesure et un temps de transit qui va calculer les tiers supérieurs, moyens, inférieurs de l'œsophage. Ce résultat va mettre en évidence le reflux, sa sensibilité par contre et sa spécificité étant relativement faible. Alors, le test de Bernstein, ce test a été abandonné parce que quand on va le voir, c'est un test qu'on peut faire même avec le traitement, ce qu'on va dire traitement de preuve, donner les IPP aux patients et voir la symptomatologie. Il va permettre de déterminer si une douleur thoracique atypique ou une douleur épigastrique est secondaire à un reflux acide. Alors, le test est considéré comme positif lorsque la patiente éprouve de la douleur à l'instillation de la solution acide et qu'il est soulagé par la prise de solution antiacide, que ce soit un alginate, que ce soit un IPP ou un pansement gastrique ou bien un anti-H2. Test qui reproduit expérimentalement les conditions d'un reflux acide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient va venir. Il va vous dire, voilà, docteur, j'ai des douleurs thoraciques, j'ai des douleurs épigastriques. On fait l'endoscopie, on ne trouve rien. On va faire quoi? On va le mettre sous traitement, c'est un traitement d'épreuve. Soit un anti-H2 comme la ranitidine, soit les alginates comme le Gaviscon, le Pepsan, le Peptidac, etc., ce que vous avez sur le marché. On va le mettre sous IPP, à monodose, à double dose, voire à triple dose. Alors, si le patient va répondre au traitement, ça veut dire bel et bien qu'il a un reflux et qu'il a répondu au traitement. S'il ne répond pas, ça veut dire que ce n'est pas un reflux acide. Donc, c'est tout simplement le mettre sous traitement et voir l'évolution après. Vous avez l'électromyographie. Alors, l'électromyographie, c'est un examen
de neurologie, exploration neurologique. Elle va étudier les contractions musculaires par enregistrement des potentiels électriques qui accompagnent la contraction. L'EMG peut être utilisé dans les segments du tube digestif, surtout la partie haute, ça veut dire où il y a une musculature striée, comme le pharynx. L'œsophage propacte une cause neurologique, trouble de la déglutition, et que l'on souhaite tester l'activation nerveuse du pharynx ou des muscles striés cricopharyngés. La méthode, elle consiste à placer une aiguille servant d'électrode au niveau du muscle à tester et observer. Lui aussi, à l'étranger a été abandonné depuis l'avènement de ce qu'on appelle l'examen radio-cinéma. La radio-cinéma, c'est quoi? C'est un examen qui se fait en radiologie. On va donner aux patients, donc c'est un examen dynamique, on va donner aux patients à manger et à boire. Et on va voir en même temps les mouvements de la déglutition. C'est un examen qu'on demande, nous, en tant que gastro-entérologue, quand on suspecte un trouble du sphincter supérieur de l'œsophage. Donc, il va manger, il va boire, et on va voir le mouvement lors de la déglutition. Et à partir de là, on va voir est-ce que réellement il y a un trouble au niveau de cette partie supérieure. Donc, l'examen s'appelle l'examen radio-cinéma. Alors, pour cours des Docteur Gilmami. Qu'elle peut être bénigne comme une candida. Il faut faire toujours une endoscopie bénigne. Et pourquoi pas avoir des alors, l'importance de connaître